Ciudad Juárez, c'est la ville la plus violente du Mexique. Nous sommes en février 2009. 2 policiers viennent de se faire tirer dessus. Les circonstances de la fusillade ne sont pas très claires. Dans cette voiture, qui roule de fait divers en fait divers, un journaliste répète son intervention tout à l'heure à l'antenne. Il s'agit de 2 policiers. L'un est blessé grièvement, il est en code rouge. L'autre est malheureusement déjà mort, sur l'avenue principale. À Ciudad Juárez, des policiers assassinés, c'est la routine. Ici, quand il ne se passe rien, on appelle cela une nuit blanche. Mais depuis le début de l'année, malheureusement, on n'a pas eu une seule nuit blanche. Toute la nuit, les directs vont se succéder de fusillade en fusillade. À l'hôpital, le policier grièvement blessé est entre la vie et la mort. À l'entrée du bâtiment, 2 de ses collègues montent la garde. Il est stable. Oui, il est stable. Il a reçu 4 balles? Je ne sais pas combien, mais il est stable. 4 ou 5. Cette jeune femme de 19 ans vient de rentrer dans la police. Elle faisait équipe avec l'homme grièvement blessé. Ça arrive souvent que l'on tue vos collègues? Le policier ne s'en est pas sorti. 2 jours plus tard, ce sont ses obsèques officielles. Dans la voiture de la famille, on joue la musique qu'il aimait. Mais une certaine tension règne autour de la cérémonie, car celui qu'on enterre aujourd'hui n'était pas un policier comme les autres. Certes, il laisse derrière lui une famille. Certes, le cérémonial est respecté. Comme pour toute mort en service, la veuve reçoit une décoration posthume pour le défunt. Et on lui rend les derniers honneurs. Mais ses proches ne veulent pas répondre à nos questions. Seul cet homme accepte de dire quelques mots. Il était menacé? Non, c'est une surprise. Ça arrive tous les jours à Ciudad Juárez. Tous les jours, on a des surprises comme ça. Et aussi surprenant que la musique pop choisie par la famille, on découvre qu'en fait, ce policier à qui on rend hommage était impliqué dans le trafic de drogue. Il a été tué dans un règlement de compte. Au Mexique, en ce moment, la police inquiète bien plus qu'elle ne rassure. Le Mexique, 107 millions d'habitants, un pays charnière entre l'Amérique latine et les États-Unis. Et surtout la nouvelle plaque tournante du trafic de drogue, entre producteurs en Colombie et consommateurs aux États-Unis. On y cultive aussi le cannabis. En moins de 10 ans, les cartels de narcotrafiquants y ont développé une énorme industrie de la drogue. Petites mains, tueurs, transporteurs, 100 000 personnes sont concernées. Pour enrayer le phénomène, en décembre 2007, le président de la République, Felipe Calderón, déclare la guerre aux trafiquants. Mon gouvernement, avec l'appui des policiers et le soutien des forces armées du Mexique, va combattre d'une main ferme le crime organisé et tous les hors-la-loi. Le gouvernement mexicain mène une guerre totale contre les cartels. Le niveau de violence est exceptionnel. L'an dernier, 5000 personnes ont été tuées dans le pays, dont 600 policiers et militaires. Les arrestations se sont multipliées. On découvre chaque jour les nouveaux trafiquants mexicains. 3 ans, tu étais prisonnier aux États-Unis? 5 ans. 5 ans? Pour quel délit? Vente de drogue. On t'appelait l'Indien? Non, le diable, mais aux États-Unis. La société mexicaine n'en peut plus. Dans cette université, les étudiants protestent contre la violence.
Il faut combattre sans arrogance. Il faut combattre pour la paix. Une violence qui les touche vraiment. Dans cette classe, lorsque le professeur demande qui a vu un mort dans la rue récemment, voilà la réponse. On a même peur d'appeler la police, parce qu'ils ont peut-être quelque chose à voir avec cette terreur. La police, elle est de plus en plus infiltrée par les cartels et corrompue. En un an, plus de 40 hauts responsables ont été arrêtés, comme un des patrons de la principale agence de lutte antidrogue du pays, qui informait les trafiquants contre 450 000 $ par mois. Et quand les policiers résistent au cartel, voilà ce qui leur arrive. Nous allons vous raconter comment la corruption fait aujourd'hui des ravages sans précédent dans les rangs de la police mexicaine. Avec José Reyes, un maire qui refuse de livrer sa ville aux corrompus. Nous devons tout faire pour éviter que le crime organisé n'atteigne le niveau gouvernemental. C'est très important. C'est une question de sécurité nationale pour le Mexique. Nous serons également avec Enrique, un policier incorruptible qui traque les ripoux. Chef, vous avez fini votre intervention? Affirmatif. On a besoin de contrôler votre voiture, s'il vous plaît. Nous suivrons Hector, reporter photographe, témoin d'une police qui ne joue plus son rôle, et des morts qui s'accumulent. On était à 112 hier. 114 avec celui-là pour ce mois-ci. 114, hein? Nous serons enfin avec Fidel, une vedette très populaire au Mexique, qui chante à la gloire de ceux qui défient la police, les narcotrafiquants. Pour eux, ils composent. Pour moi, c'est mes meilleurs clients. C'est ceux qui paient le mieux ta musique. Mais la première musique aujourd'hui au Mexique, c'est celle des armes. Notre histoire commence à Ciudad Juárez, la ville qui est aussi la plus corrompue du Mexique. 1 million d'habitants, des quartiers populaires et des dizaines de petites usines qui travaillent pour le voisin américain, tout proche. De l'autre côté de cette ligne de béton qui traverse l'agglomération, c'est El Paso, au Texas. Ciudad Juárez, c'est le plus gros point de passage vers les États-Unis. Ces embouteillages, ce sont les accès des postes frontières entre les deux pays. Autant dire que cette ville est stratégique pour les narcotrafiquants mexicains. C'est la route de la drogue vers les États-Unis. Alors le cartel de Sinaloa, qui vient de l'ouest du pays, a décidé d'éliminer le cartel de la frontière pour dominer tout le Mexique. Depuis 1 an, la ville fait l'objet d'une impitoyable guerre des gangs dans laquelle la police joue un rôle étrange. Depuis 2008, 1600 personnes ont été tuées en pleine rue, à Ciudad Juárez. Comme ce jour-là, un meurtre vient d'être commis il y a à peine 30 minutes. Dans la rue, des dizaines de personnes ont compris qu'il se passait quelque chose. Au moment du meurtre, toutes les familles étaient rentrées du travail ou de l'école. On a juste entendu des tirs. Ah bon? Qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai eu peur. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé? Je pensais qu'ils avaient tué quelqu'un. C'était la première fois pour toi? Non, c'est la 3e. Mais depuis combien de temps? En moins d'1 jour. Nous sommes en février. Dans la ville, la guerre des gangs fait 10 morts par jour. Hector d'ailleurs est photoreporter. Il couvre les faits divers à Ciudad Juárez. On a un autre meurtre dans un autre quartier. Ok, vérifie cet autre mort pour voir si je dois venir. Mais on est là depuis à peine 20 minutes, non? Ben non. Ok. Et ça fait même pas 20 minutes qu'on est arrivé et ça recommence déjà. Et ça n'arrête pas. J'ai un bureau mobile. Devant l'augmentation des meurtres, Hector a dû s'adapter. Je vais les envoyer par Internet au journal pour pouvoir aller chez l'autre mort. Si je dois aller au bureau, je ne rattrape pas l'autre mort. Donc je fais toujours ça dans la rue, avec une liaison sans fil. Chaque jour amène une nouvelle histoire, et certaines sont vraiment très violentes. Hier, par exemple.
Il y a 5 types armés qui ont tiré sur un homme, alors qu'il se trouvait aux pompes funèbres, à éveiller le corps de son frère. Il est mort sur le coup et en plus, ils ont tiré sur le cercueil. Ils ont tiré sur le mort? Oui, sur le mort déjà mort et sur le vivant. Il faut moins d'une demi-heure à la police pour enlever le cadavre. Dans la ville, l'horreur est devenue la routine. Tout redevient normal. Et les enfants passent là où on vient de tuer quelqu'un. Des mères de famille et leurs enfants passent à l'endroit même où quelqu'un vient d'être exécuté. Ce jour-là, c'était un règlement de compte entre dealers. Pas le temps de philosopher, Hector a du travail. Depuis ce matin, il a photographié 3 cadavres dans 3 endroits différents de la ville. Et ce n'est pas fini. Dans cette ville, on ne compte pas que les morts, on compte aussi les kilos de drogue. Nous sommes dans un quartier chic de la ville. La police vient d'investir cette maison, mais cette fois-ci pas pour un meurtre. Il y a encore 2 heures, selon les forces de l'ordre, des trafiquants se trouvaient dans cette cuisine. Les narcos se sont envolés juste avant l'arrivée de la police. Mais ils ont abandonné ce qu'ils gardaient, un énorme stock de marijuana. Le procureur est sur les lieux. Elle compte. 86, c'est ça? 87. Le comptage va durer 20 minutes. Il y a 676 kilos de marijuana. Valeur 2 millions d'euros. Une belle découverte que la police mexicaine exhibe très fièrement devant les caméras. Mais Madame le procureur est plus vague lorsqu'il s'agit d'expliquer un tel succès. Comment vous avez réussi cette saisie? Lors d'une patrouille, quelques personnes sont arrivées ici et il a été vu des mouvements suspects et des colis. L'unité s'est rapprochée, ils sont entrés, mais ils n'ont pas réussi à les arrêter. Ils ont sauté de l'autre côté. Ils se sont enfuis? Ils se sont enfuis. Vous ne les avez pas eus? Non, on ne les a pas capturés. Ce serait donc par un coup de chance, une simple patrouille, que la police a réussi une telle saisie. Pas très clair. Et le procureur refuse de répondre à plus de questions. Impossible de savoir dans le détail comment les policiers travaillent. Mais en revanche, les forces de l'ordre accordent volontiers l'autorisation de venir filmer leur fierté. Une incroyable chambre forte où l'on rassemble toute la drogue saisie à Ciudad Juárez. Voici le résultat de 2 mois d'opération. 7 tonnes de marijuana, beaucoup de cocaïne et des armes. Mais de la police de Ciudad Juárez, c'est tout ce que nous pourrons filmer. Car dans cette ville, la police n'est pas réputée pour sa transparence. Elle est même connue pour ses menaces envers les journalistes. Voici le journal d'Hector, le photoreporter qui court de meurtre en meurtre. Les difficultés avec la police, il en sait quelque chose. Parfois, quand on part travailler tout seul, les forces de l'ordre peuvent t'arrêter et te maltraiter. Peut-être qu'ils vont te laisser partir, mais le mal est fait. Donc maintenant, on travaille à plusieurs. S'il arrive quelque chose à quelqu'un, un confrère te prend en photo pour te protéger. Ici, les policiers font presque aussi peur que les trafiquants. La preuve, Hector possède des milliers de photos de meurtres, dont la grande majorité est si dure qu'elles n'ont jamais été publiées. Un musée des horreurs. Le plus horrible, ce sont les décapités. Lorsqu'il manque les bras, les mains, une partie du corps, ou bien ils sont découpés, sans tête, mutilés. Et tu as vu ça? Elles sont là, les photos. Bien sûr, je peux te montrer. Et surprise, les exécutions les plus barbares, ce ne sont pas les règlements de compte entre trafiquants de drogue. La liste là, avec des noms de policiers, c'est censé être des gens qui ont été tués ou qui sont visés. C'est une liste avec beaucoup de noms de policiers. Cette tête coupée appartenait à un lieutenant. Cette affiche incroyable, c'est une menace de mort nominative contre tous les policiers qui n'auraient pas encore choisi leur camp.
dans la guerre des gangs. Aéroport de Ciudad Juárez. Ce matin, Hector fait des photos d'avions. Ça le change un peu des cadavres. Le gouvernement mexicain a pris une décision radicale. Envoyer l'armée dans la ville, les seules forces de l'ordre réputées incorruptibles. Dans tout le Mexique, depuis décembre 2007, 45 000 militaires ont été ainsi déployés pour lutter contre les cartels. Les camions verts là-bas, ce sont eux. En quelques jours, ce sont 7000 soldats qui arrivent à Ciudad Juárez. Ils vont camper dans des stades ou sur des terrains vagues. Devant l'hôtel de ville, sous très haute protection, Monsieur le maire annonce à la presse l'arrivée des militaires. Ils viennent renforcer la police municipale. Une fois que la police municipale sera forte, ils pourront rentrer à leur base. Combien de mois? Ce n'est pas encore décidé. José Reyes va connaître une rude journée. Des journalistes du monde entier veulent forcer la porte de son bureau. Vous êtes très sollicité en ce moment? Oui, la situation à Ciudad Juárez attire l'attention dans tout le pays et dans le monde. Ce que nous devons faire pour éviter que le crime organisé n'atteigne le niveau gouvernemental, c'est une question de sécurité nationale pour le Mexique. Et évidemment pour le monde entier. Ce que les journalistes viennent chercher, c'est la parole d'un des seuls responsables politiques au Mexique qui reconnaît à quel point la police locale est gangrénée par les cartels. Les policiers municipaux ont été infiltrés depuis bien longtemps. Après, ils veulent passer au commandement de la police municipale, puis de la police nationale. Ils ont réussi pas mal. Et l'étape suivante pour eux, c'est d'influencer le niveau le plus haut. C'est clairement l'objectif que les cartels se sont fixés. On ne doit pas permettre qu'ils réussissent. Et pourtant, ils ont peut-être déjà réussi. Car le maire de Ciudad Juárez ne fait même plus confiance à sa police pour protéger sa vie. De sa fenêtre, il a une vue magnifique sur une ville plus tranquille que la sienne, El Paso, aux États-Unis. Et ce que les journaux locaux ont découvert, c'est que chaque soir, ce maire mexicain passe la frontière pour aller y dormir en sécurité, protégé cette fois par la police américaine. José Reyes a reçu des menaces de mort détaillées. Les cartels ont juré de le décapiter. Pour assurer sa protection aujourd'hui, 7 gardes du corps, lourdement armés, et un cortège de véhicules blindés. José Reyes refuse en effet de se laisser impressionner. Ma vie doit continuer. Je dois continuer à faire mon travail de maire. Et vous n'avez pas pensé à démissionner? Non, je ne pense pas à ça, pas du tout. C'est une situation que je n'envisage même pas. Et son premier combat, c'est de nettoyer sa police. En 2 ans, il en a exclu 600 ripoux. Et dans la ville, il lance une campagne de recrutement à grands coups de panneaux publicitaires, comme celui-ci. Pendant que d'autres panneaux invitent les habitants à prier pour sauver Juárez. Car la situation est presque désespérée. Cette voiture de patrouille criblée de balles, c'est celle du numéro 2 de la police municipale de Juárez. Nommé par le maire, il s'était fortement engagé dans la lutte contre la corruption. À Juárez, c'est le 3e haut responsable policier réputé incorruptible, assassiné en 2 ans par les cartels. Pour comprendre comment le gouvernement mexicain tente de lutter contre la corruption dans la police, il faut se rendre à Guadalajara, la seconde ville du pays située dans le centre du Mexique. Ici, pas de guerre des gangs comme à Ciudad Juárez,
Pas de meurtre en pleine rue ni de violence. À Guadalajara, Macedonio Tames dirige la police des polices de la ville. Son équipe d'incorruptibles essaie de nettoyer la ville. Et un incorruptible, un vrai, ne sort jamais sans son gilet pare-balles. Et comment vous vous protégez? Plusieurs choses. D'abord, la voiture blindée, une habitude parmi les chefs de la police. Je suis armé et j'ai mon gilet pare-balles. Je suis pas si gros, j'ai l'habitude aussi. Je te préviens, je te dis tout ça parce que c'est pour la France. Au Mexique, je ne pourrais pas révéler tout ça. À Guadalajara, malgré le calme apparent, les cartels sont bien présents. Une hypothèse. Mais que ce soit clair, ce n'est qu'une hypothèse. Je n'ai aucun contact avec ces gens-là. C'est qu'ils envoient leur famille ici, ils envoient leurs enfants à l'université ici, ils font leurs courses ici, ils vont dans les centres commerciaux, sans parler de l'excellent climat. Comme d'autres responsables policiers dans le pays, Macedonio Tames a été nommé il y a 1 an par le président mexicain. Tous les hommes qui travaillent avec lui ont été triés sur le volet. Tests psychologiques, enquête de moralité, formation en droit, en psychologie ou dans le secteur social. Les 88 policiers de son unité sont théoriquement les plus pointus de la ville. Pour lutter contre la corruption chez les 3200 policiers de Guadalajara, il dispose de moyens importants comme par exemple cette salle de surveillance à distance des 550 voitures de police de la ville. Sur leurs écrans, les incorruptibles essaient de détecter les comportements suspects. Depuis peu, 35 voitures de patrouille sont équipées de petites caméras de surveillance. Elles en filment l'intérieur, mais aussi les abords. Et après visionnage, il y a de belles surprises. Sur ces images, la caméra révèle en flagrant délit un fait de corruption. Contre un peu de cocaïne, un policier laisse partir un dealer. Il y a de la résistance au changement. On vient de détecter une patrouille qui a mis un pull au vert sur l'image. Mais ils ont oublié de couper le son, de sorte qu'on peut tout entendre. En 2008, 49 policiers ont été confondus par ces caméras et sanctionnés. Du coup, ils n'hésitent plus à les saboter. C'est la caméra arrière. Elle est dévissée, elle est de travers. Le son, il coupe le câble. Ici, il manque le fusible de la caméra. Ça, c'est le GPS de localisation. Il enlève. C'est les problèmes qu'on a. Les caméras ont donc leurs limites. La police des polices fait du coup des contrôles de terrain. Et c'est Enrique, l'adjoint de Macedonio, qui s'en occupe. Assieds-toi. Bon, faut qu'on se mette d'accord sur l'opération de cette nuit. L'opération est prête? Oui, on va surveiller toutes les unités. Ok. Mais avant de partir, Enrique, l'homme de terrain, veut nous montrer quelque chose. Le traitement qu'il fait subir à tout policier ripou qu'il confond en flagrant délit. Celui-ci a subtilisé le butin d'un délinquant. Ici, le contrôleur lui dit « Tu sais quoi? Tu enlèves ton uniforme. Tu te désarmes. Tu me donnes ton revolver parce que tu es en état d'arrestation. » Il faut donner l'exemple de manière radicale. Radicale comme l'humour des incorruptibles. Sur cette affiche, un avis de recherche pour ce qu'on a beaucoup de mal à trouver au Mexique, un policier honnête. Il y a 2 véhicules de patrouille, mais pour être discret, Enrique et ses hommes utilisent des voitures banalisées. Sauf qu'à peine parti, Enrique est déjà repéré.
On va dans la zone 1, parce qu'ici, dans la zone 5, ils nous ont détectés et ils se sont prévenus. Donc on change. Quelques kilomètres plus loin, Enrique a repéré une cible. Bon, vous fouillez l'unité. Enrique l'incorruptible n'est jamais très bien accueilli. Mais cette nuit, lui et ses hommes ont de bonnes chances de tomber sur des policiers ripoux. Quelque part dans l'état du Sinaloa, le berceau du trafic de drogue au Mexique, Fidel Rueda, un chanteur très populaire dans le pays, est en tournée dans la région. Il a un style musical particulier. Il chante à la gloire des narcotrafiquants. Bueno, jefe, estoy aquí en Chicago. No hay que temerle a la muerte, que al cabo no somos nada. Un brindis por las mujeres y amigos de la paseada. La police a perdu la bataille de la popularité au Mexique. Fidel Rueda préfère encenser les barons de la drogue. Destination Durango, une petite ville perdue. C'est là que ce soir, Fidel Rueda sera en concert. C'est une région rurale, au niveau de vie assez bas. Ce que l'on pourrait appeler le Mexique profond. Tout va bien. C'était long la route. Ici, le chanteur est très connu. Et plus étonnant, ses chansons sur les narcotrafiquants sont très populaires. Témoin cette rencontre avec des fans. Fidel, 25 ans, commence par jouer les mauvais garçons. C'est de la tequila. Et vive Durango! Ouvre ta petite bouche. Tu aimes les histoires de narcos? Oui, ça m'attire beaucoup. C'est-à-dire? Ça me plaît. Pourquoi? Je sais pas, j'aime beaucoup. Les pistolets, tout ça. Ah bon? Ouais. Les pistolets, les histoires de police? Oui. Et de drogue? Non, pas cet aspect-là. La popularité de ce chanteur lui permet de vendre des dizaines de milliers de disques par an dans tout le Mexique et aux États-Unis. Un marketing qui repose sur sa vie sulfureuse. Même s'il s'en défend officiellement, Fidel Rueda est en fait très proche des narcotrafiquants. Suffisamment en tout cas pour aller chanter dans leurs fêtes privées. Quand c'est une fête de narcos, ça se passe comment? Quand c'est des gens comme ça, ils te disent pas où cela va se passer. Ils t'envoient du monde pour te chercher. Il y a beaucoup de sécurité? Oui. Ah bon? Ouais, comme partout, hein. Il faut qu'il y ait de la sécurité. C'est quoi le plus étonnant dans ces fêtes? Eh ben, ce qui est beau, c'est la manière dont ils décorent ces fêtes. Mais quelle particularité? Le plus beau, c'est de les voir danser avec des chevaux. Et puis, il y a beaucoup de très bonne nourriture. En quantité. Fidel Rueda donne 150 concerts par an dans tout le Mexique. On appelle ces chansons des narcocorridos, les ballades des trafiquants. Certaines d'entre elles sont interdites à la radio. Et le dernier concert de Fidel à Guadalajara a été annulé par le maire. Bonsoir, Durango! Mais ce soir à Durango, un fief des trafiquants, Fidel Rueda va ravir son public. Devant 6000 spectateurs, la chanson raconte un transport de drogue vers les États-Unis
et célèbre la culture du narcotrafic. Fidel Rueda remplit toutes ses obligations de chanteur populaire et provocateur. C'est son créneau, il le joue à fond. Et il vient de France! Il vient de France! Avec ses chansons, à la limite de la légalité, Fidel Rueda est sur le fil du rasoir. Il sait qu'un mot de trop, et ce serait l'interdiction pure et simple. Et justement, depuis quelques jours, il est mis en cause. La police a trouvé dans son entourage un pistolet plaqué or, gravé à son nom. Alors ce matin, le chanteur organise une conférence de presse pour tenter de s'expliquer. Salut les gars. Garde ma clé. Nous sommes dans un restaurant branché près de Guadalajara. Le chanteur a convoqué toutes les télévisions du pays. Je suis relax. Cette arme, je ne l'ai jamais eue entre les mains. Il y a mon nom dessus, mais je ne sais pas pourquoi. Fidel Rueda a demandé à son avocat de l'aider à répondre. C'est quelqu'un qui voulait lui faire un cadeau. Mais de qui vient le cadeau? Franchement, je sais pas. Je ne connais même pas l'homme qui avait l'arme. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Mais les journalistes ont une autre question. La police a aussi trouvé des armes dans une maison qui lui appartiendrait. Je n'ai pas de maison ici. Pas à mon nom, en tout cas. Je ne sais même pas de quelle maison tu parles. On dit qu'il y avait des papiers, beaucoup d'argent liquide, et même 3 fusils et 3 pistolets. C'était dans une de vos maisons. Je n'ai pas de maison à mon nom. C'était des papiers à ton nom, des documents administratifs. L'affaire n'est pas claire, mais les doutes de la presse ne déstabilisent pas Fidel Rueda. Devant les journalistes, il fanfaronne. Tu portes parfois des armes? Tu as le permis de port d'armes? Non, non, je peux pas. C'est illégal de porter des armes. Mais si j'avais un permis, j'aimerais porter une arme, avec toute l'insécurité qu'il y a ici. Sentir la poudre, c'est le fond de commerce de ce chanteur. Alors les journalistes repartent tous avec son dernier album. Le lendemain, Fidel Rueda ne possède aucune maison, mais il réside tout de même dans une jolie villa des beaux quartiers. Le chanteur est très discret sur ses revenus, mais à en juger par la maison qu'il occupe en famille, les affaires marchent bien. La majorité de son répertoire, ce sont des romances sans violence. Mais cet après-midi, Fidel prépare une commande spéciale, un texte qu'il va bientôt chanter au garde du corps d'un parrain. Première strophe. On m'appelle le chat, c'est mon nom de code. Je suis là pour protéger le chef. Rien ne m'arrête, même s'il faut tuer. Ils t'appellent, tu parles avec eux, ils t'expliquent ce qu'ils voudraient, et donc tu as des idées pour écrire. Un chanteur qui écrit pour un homme de main. Devant notre caméra, Fidel Rueda va aller encore plus loin et faire l'éloge des narcotrafiquants. Je vais te dire quelque chose. Les meilleurs clients que nous avons, c'est des gens qui sont, peut-être, liés à des narcotrafics. Il y a un respect pour les gens qui sont dans le danger, qui mettent leur vie en jeu. Tu admires ce type de personnes parce qu'ils bossent, alors que les autorités sont contre eux. Hors la loi, ils continuent de travailler. Pour moi, c'est mes meilleurs clients. C'est ceux qui paient le mieux ta musique. Clips, hit parade et narcotrafic font très bon ménage au Mexique.
Corrompu par l'argent du trafic de drogue ou simplement opportuniste et cynique, Fidel Rueda a choisi son camp. Mais il reste quelques irréductibles au Mexique. Ils refusent la loi du crime organisé, ils ne feront jamais les louanges des barons de la drogue, et cela au risque de leur vie. Carlos Huerta est journaliste. Chaque matin, avant de partir, il enfile son gilet pare-balles. Je vais au boulot, au journal. Nous sommes de retour à Ciudad Juárez, la ville la plus corrompue du Mexique, une ville où il est dangereux d'enquêter sur la police. Vous avez reçu des menaces? Oui, des menaces de mort. Les gens qui m'ont appelé se sont identifiés comme étant de la Fédération, un regroupement des cartels de Sinaloa. Car à Juárez, les cartels s'en prennent à ceux qui veulent dénoncer la corruption dans la police. Carlos Huerta en sait quelque chose. Ces menaces ne sont pas à prendre à la légère. On a couvert la mort de 2 policiers dans la rue, à Juárez. C'est la dernière fois que j'ai vu Armando. Armando Carreón était journaliste. En novembre dernier, il a été exécuté alors qu'il emmenait sa fille à l'école. Avec Carlos, il enquêtait sur l'assassinat de 2 policiers corrompus. Depuis, la police n'a pas cherché à savoir qui avait tué ce journaliste. Pas plus qu'elle n'a tenté de trouver ceux qui ont menacé Carlos. Désormais, il vit dans l'inquiétude pour lui et pour sa famille. À cause de l'insécurité qu'il y a à Juárez, mes enfants sont dans la ville voisine d'El Paso, au Texas. Ils vivent là-bas. Je ne les vois que le week-end. Carlos continue de travailler pourtant, de vivre comme si de rien n'était. Quand il arrive à son journal, le Diario del Norte, il peut enfin enlever son gilet pare-balles. C'est lourd, c'est inconfortable. Je ne le mets que pour sortir. Depuis la mort d'un journaliste, la rédaction de ce quotidien pratique l'autocensure. Il n'y a plus d'enquête sur la corruption de la police et les articles sur la guerre des cartels ne sont jamais signés. C'est terrible que ta femme, tes enfants, tes parents, tout le temps te disent d'arrêter ce boulot, que c'est risqué, dangereux. Mais la vérité, c'est que c'est ce que j'aime faire. Le directeur du journal a interdit à ses journalistes de partir en reportage après 22 heures. Mais ce soir-là, Carlos a remis son gilet pare-balles pour se rendre sur un nouveau meurtre, près d'un commissariat. Malgré le danger, il refuse que la violence l'empêche de travailler. Mais dans quelques jours, il va changer d'avis. Au même moment, à Guadalajara, la nuit commence aussi pour d'autres incorruptibles. Les hommes d'Enrique ont repéré une patrouille suspecte. Chef, vous avez fini votre intervention? Affirmatif. On a besoin de contrôler votre voiture, s'il vous plaît. Une douzaine de policiers pour en contrôler 2 seulement. Tout va être passé au peigne fin. Bon, tu me fais une petite fouille, s'il te plaît? Ok. Dans ce pays de trafic de drogue, les incorruptibles ont évidemment un chien policier. Après plus de 15 minutes de fouilles menées par 4 officiers, c'est un objet apparemment anodin qui va retenir leur attention. Une bière.
Et ça, mon vieux? Non, on vient de prendre la voiture. Il y a ça, chef. Donc tu n'as pas vérifié ton véhicule? Non, on a embarqué, on est parti très vite. Cette simple canette de bière est un élément à charge car elle peut servir à racketter quelqu'un. Voilà un exemple. Il ouvre une bière et il dit « Je vais t'arrêter car tu bois de l'alcool sur la voie publique et c'est interdit ». C'est comme ça qu'il rackette les gens. Les officiers portent parfois une petite quantité de drogue sur eux. Et lorsqu'ils font un contrôle, ils la mettent dans la poche des gens. Et ils leur disent « Comment, tu n'avais rien sur toi alors ?» Même des armes blanches, des battes de baseball, tout ce qui peut faire mal ou ce qui est interdit sert comme argument de racket. C'est leur objectif. Ils ne sortent dans la rue que pour faire ça. Les gens qui ont de la drogue sur eux, les policiers les laissent partir contre de l'argent. Et en plus, ils gardent la drogue pour piéger d'autres gens. C'est comme ça qu'on a des plaintes de citoyens qui disent qu'ils n'ont commis aucune faute. Ils n'avaient rien sur eux, mais ils sont quand même gardés à vue. Les policiers mexicains reçoivent un salaire parmi les plus bas du pays. Il est de 600 € par mois. C'est peut-être pour cela qu'ils pratiquent le racket. En 6 heures de mission, Enrique et ses hommes vont contrôler 8 patrouilles. On est des affaires internes. Ah oui? Je veux juste inspecter votre véhicule dès que vous aurez fini ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi? Un contrôle de routine. Pas le véhicule? Je dirais que non. Non? Vraiment? Venez voir. Est-ce qu'on a fait quelque chose d'incorrect avec vous? Non, 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 rien du tout. C'est indépendant. Ça n'a rien à voir, vous finissez avec ça. Je sais pas quoi te dire. Qu'est-ce qu'on a bien pu faire de mal? Je veux contrôler la voiture. Mais je vois pas de raison. C'est comme ça. Et ça vous dérange? Si ça me dérange, mais bien sûr. C'est comme si on doute de ton boulot, de ce que je fais, et avec tout ce que les gens disent, imagine. Mais qu'est-ce que tu pourrais avoir dans ta voiture? Rien d'illégal. Si tu as des doutes, appelle ton supérieur. De toute manière, on va fouiller la voiture. C'est ton outil de travail, on va faire le contrôle. On a avec nous une équipe spécialisée. Les policiers sont réticents à se laisser contrôler, alors ils contre-attaquent. Et ils veulent contrôler à leur tour ceux qui les contrôlent. Qui est votre chef? Ta carte de police. Ta fonction. Ta fonction. Mais elle est là, mon vieux. Roberto Arias, service numéro 5. Et ça, c'est mon commandant. Ok, tu as ta carte de police? Elle est dans le sac. Oui, moi aussi, elle est dans le sac. Roberto comment? Arias. Et je peux vous demander votre identité? Moi, c'est Arturo Medina. Est-ce que je peux vérifier votre identité? Chacun se jauge, mais la réticence des policiers contrôlés va bientôt s'expliquer. Ça vous dérange ce contrôle, monsieur? Non, pas le moins du monde, tout va bien. Excellent. Ça me paraît parfait. Parfait? Pas vraiment. C'est un tube pour fumer des cristaux de cocaïne. C'est une pipette à crack, fabriquée avec un morceau d'antenne de voiture, un objet qui ne devrait pas se trouver là. Les 2 policiers contrôlés ont appelé leur chef qui vient à la rescousse. Ils nous ont trouvé une pipe et un briquet. Si vous voulez, faites un contrôle antidopage pour savoir si nous avons pris de la drogue. On ne consomme pas, nous. On ne doute pas de vous. On contrôle la voiture, c'est tout. Mais le chef de cette brigade n'apprécie pas davantage que ces hommes soient contrôlés. Mais le briquet, il n'est pas interdit.
En fait, le problème, c'est que votre homme ne voulait pas se faire contrôler. Il voulait voir le règlement, il n'y a pas à lui montrer. Nous, notre unité, on a le droit de contrôler. Nous sommes en conformité. Et si encore il y avait de la drogue ou quoi que ce soit d'interdit? Le chef va essayer de sauver la face, tant bien que mal. La recommandation est vérifiez bien votre voiture, parce qu'il pourrait y avoir une canette de bière laissée par un détenu et qui a glissé sous un siège. Et si vous avez un accident, la presse arrive, eh bien la presse, elle fait une photo avec la bouteille de bière. Ils disent « Ah, les flics, ils boivent » et c'est pas vrai. L'observation que l'on vous a faite, c'est bien. Il faut bien contrôler ces unités. Les incorruptibles ne peuvent rien faire contre ces policiers suspects, car ils n'ont pas trouvé de drogue dans la voiture. Mais avant de partir, ils vont quand même faire un petit rappel à l'ordre. Ils doivent constater l'état dans lequel se trouvent les caméras embarquées. Et là, elles sont cassées. Alors je le dis, qui va les payer? Tu as noté ça? On a déjà une procédure en cours. Alors ça te va? Eh ben oui. À Guadalajara, l'an dernier, Enrique a trouvé de la drogue dans 109 voitures de patrouille. 3 policiers ont été envoyés en prison. Enrique et ses hommes n'en ont pas fini de nettoyer la ville. Retour à Ciudad Juárez, au poste frontière avec les États-Unis. Ici, la corruption recule, car ce n'est plus la police qui fouille les véhicules qui entrent au Mexique, c'est l'armée. Un espoir pour cet habitué de la frontière, soulagé d'être contrôlé par un militaire et non par un policier. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Quand on passe, on nous prend de l'argent. Quand on vient à Juárez, les policiers nous demandent de l'argent. Le Noël dernier, à moi, ils m'ont pris la voiture et à ma mère les bijoux. C'est pour ça que je leur dis à eux qu'ils ne partent pas, qu'ils nous protègent. Elle est terrible la situation ici, il faut qu'ils nous aident. Ouais, que Dieu vous protège. Dieu, tout le monde l'invoque, le prie à Juárez, car en ville, le cartel de Sinaloa continue sa guerre contre le cartel local. Le 1er mai, 12 personnes ont été tuées dans la journée, un record. Presque 600 morts depuis début 2009 à Ciudad Juárez. Nous retrouvons Carlos Huerta, ce journaliste menacé de mort parce qu'il a voulu enquêter sur des policiers ripoux. Cela fait 3 mois qu'il a porté plainte et demandé une enquête, mais bizarrement, rien ne s'est passé. Quand il y a un crime, d'un coup de baguette magique, la police disparaît. C'est ce que nous avons tous pu observer ici. Les personnes qui commettent des crimes le font, puis s'enfuient tranquillement, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas être arrêtés. Pour Carlos, la situation est difficile, car la menace ne pèse pas que sur lui. La dernière chose qu'on m'a dite, c'est de ne pas jouer avec le feu. Sinon, ils allaient me tuer, ou bien je ne reverrai plus mes enfants. Carlos a déjà pris ses précautions. Pendant la semaine, ses 2 enfants vivent et étudient à El Paso, la ville frontière américaine. Le week-end, il le passe ici, à Ciudad Juárez. Mais cela ne suffit pas à rassurer la famille. Parfois, je ne veux pas rentrer, parce que j'ai peur. De quoi vous avez peur? Eh bien, j'ai peur qu'un jour, ils aillent me tuer ou faire quelque chose. La femme de Carlos ne veut pas continuer comme ça. Je lui ai dit d'arrêter ce boulot, ce travail, et de changer. Faire un changement radical. Alors désormais, la famille part même les week-ends chercher refuge aux États-Unis à quelques kilomètres d'ici. La situation est telle aujourd'hui à Ciudad Juárez que Carlos, pourtant très attaché à son métier, envisage de quitter son pays. Ce mois-ci, je demande le visa de journaliste, avec pour objectif de m'installer là-bas.
Le gouvernement mexicain a déclaré la guerre aux cartels. Pour les vaincre, il faudra qu'il gagne le combat contre la corruption et qu'il puisse compter sur l'appui de son puissant voisin, les États-Unis, premier pays consommateur de drogue au monde.